Bonjour, ici Éric Bernard. Bienvenue à cette nouvelle quotidienne au nom de toutes nos équipes de travail, l'Institut Jean Garon, La Vie agricole et LVATV.ca. Merci d'avoir choisi de passer ces 30 prochaines minutes en notre compagnie et, dans le meilleur des cas, d'obtenir vos partages sur les réseaux sociaux. Michel Saint-Pierre de l'Institut Jean Garon et Yannick Patelli de La Vie agricole sont là ce midi, bien sûr. Et nous avons deux invités. Émilise Lessard-Terrien. Elle est députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, mais surtout porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière d'agriculture. Ça devient intéressant pour nous. Sylvain Charlebois est aussi avec nous. Vous connaissez le personnage de l'Université d'Alousie, de la Faculté d'agriculture. Et on retrouve tout de suite Yannick qui a préparé les questions sans plus tarder. Yannick, c'est à toi. Oui, bonjour à tous. Et donc, nous avions hier midi Christian Verbeek avec nous pour parler du secteur des grains et il est important de revenir aussi sur le lait, qui est un sujet qui a fait fureur dans les médias généralistes dans les dernières semaines. Et on va vous faire un petit topo avant de parler avec nos deux invités. Vous savez que le Journal de Montréal a lancé une enquête sur le beurre dur, initiée entre autres par leur nouveau blogueur Sylvain Charlebois, chercheur à Dalhousie, mais aussi par le journaliste Francis Alain. Le grand public a donc appris que de l'huile de palme et de dans la nutrition des vaches. Ça a créé une sorte de tollé général. L'info a été reprise mondialement en Europe, en Australie. Ça a même fini à l'émission de Jimmy Fallon. Les producteurs, du coup, s'inquiètent de leur image et on en parlera aussi au cours des jours qui viennent avec différents producteurs laitiers qui, eux, disent finalement, est-ce que tout ça, ça va pas faire à nouveau de l'agribashing envers nous? Les ministres sont relativement absents parce qu'on a su du fédéral que c'était la faute du provincial. Au provincial, on a eu une réponse un peu administrative de la part d'un relationniste. D'ailleurs, M. Lamontagne avait été invité pour l'émission de ce midi, il n'était pas disponible. On rappellera aussi qu'on a invité Mme Diane Jubinville, d'AgroPure, puisqu'on va parler aussi un peu du lait en général. On n'a pas eu de réponse. Et nous avions également invité Charles Langlois, directeur général du Conseil industriel laitier du Québec, qui a répondu tardivement hier soir en disant qu'il venait de prendre ses messages et aujourd'hui qui nous a dit qu'il était en vacances, donc il n'était pas disponible cette fois-ci. Ça sera pour plus tard. Donc on se rend compte que le dossier du lait, c'est pas toujours évident d'avoir des invités, mais on est content de vous avoir tous les deux. On a l'initiateur de la palmite, Sylvain Charlebois, et on a Émilise Lessard-Terrien qui a peut-être commencé par vous, Madame Lessard-Terrien, qui avait lancé un communiqué la semaine dernière quand vous avez vu tout ça en disant « ça n'a aucun sens de donner de l'huile de palme à des vaches ». Bonjour, Madame Terrien. Bonjour, Monsieur Patelli. En effet, on a été un peu surpris d'apprendre cette pratique-là. On dit huile de palme, mais en fait, ce sont des résidus d'huile de palme. Je pense que c'est important de le mentionner. Bien sûr, ça nous préoccupe parce qu'on connaît les ravages que l'extraction, l'exploitation des palmiers pour en retirer l'huile de palme a dans le monde, avec les images assez troublantes de cette déforestation-là, avec notamment les impacts sur les orang-outans. Donc, on se dit, au Québec, on mise beaucoup sur notre autonomie alimentaire. On a le lait du Québec qui est un... On vient de la perdre. On vient de vous perdre. Est-ce que, Émilise, vous êtes de retour? Je suis aux aguets, Yannick. Entre-temps, peut-être... Entre-temps, moi, je vais préciser, mais je vais le spécifier aussi à Mme Terrien tout à l'heure. Lessard-Terrien, quand on dit résidus, justement, j'ai pris des informations hier pour être bien sûr, parce que j'ai eu plusieurs informations qui me sont venues, notamment de certaines compagnies de nutrition qui me disaient justement, c'est des résidus. Il y a un peu du damage control qui se fait actuellement en disant, attention, c'est juste, on parle de résidus. Moi, en tout cas, j'ai reparlé avec Yann Turmine, qui est notre agronome préféré, qui est chroniqueur chez nous. Et Yann, il m'a bien dit, attention, quand on parle de résidus, ce qu'on donne aux vaches, c'est bien de l'huile. Ce n'est pas, ce n'est pas des résidus au sens propre du terme, c'est de l'huile de moindre qualité. En tout cas, c'est l'explication que j'ai eue, nous, par l'agronome qui est régulièrement sur l'émission avec nous. Donc, c'est sûr que, je ne sais pas si Sylvain, tu as eu cette même information. Ça vient de la même plante, là. Ouais, mais l'explication que j'ai eue hier par Yann, en fait, c'est qu'il y a de la qualité. En fait, il y a différentes qualités dans le fruit et il y a différentes gammes. Et l'huile de palme, apparemment utilisée pour la transformation alimentaire des humains, est de meilleure qualité. Il semblerait que c'est l'huile déclassée, en fait, qui est donnée aux vaches. Mais quand j'ai reparlé à Yann hier, il me disait bien, c'est pas des résidus, ça reste de l'huile pareil. Donc, alors que le discours actuellement qui est en train de venir, c'est attention, c'est pas vraiment de l'huile, c'est des résidus. Il y a peut-être ce point-là. Je pense que c'est une correction qui vaut la peine de faire, là. Ça veut pas dire que c'est mieux, c'est plus éthique, mais quand même.
C'est ça. Non, non, c'est ça. Mais sur le Exactement. plan, en fait, la question que moi qui allait venir tout de suite après, autant pour Sylvain que pour Émilie Lessard-Terrien, dans tout ça, là, en fait, c'est sûr qu'on nous parle de la vache bleue qui est pure. Donc, en fait, là, avec l'huile de palme, elle est un peu moins pure. Il y a ce débat-là vis-à-vis des consommateurs. Et aussi, sur le plan éthique, au niveau de la déforestation, on gère ça comment avec le consommateur, en fait? Sylvain Charlebois? Ben, en fait, nous a lâché c'est ça. pour un temps. J'ai parlé beaucoup du contrat social que l'industrie a parce que là, actuellement, on compare le lait avec le Nutella, ce qui est un non-sens à mon avis parce qu'il n'y a pas de gestion de l'offre avec le Nutella. Puis le Nutella, on affiche très bien qu'il y a l'huile de palme dans le produit et c'est au consommateur ou la consommatrice de décider si il ou elle veut le produit. Dans le cas de la production laitière, c'était un inconnu, là. Il y a beaucoup d'élus, incluant le ministre Lamontagne, qui ne le savaient tout simplement pas de cette pratique-là. Alors, c'était légal, mais est-ce que c'est acceptable socialement et même moralement? Et c'est là, à mon avis, la question la plus fondamentale est là. On parle beaucoup de science, on parle beaucoup de recherche. D'un côté, on parle évidemment du fait que, bon, on n'a pas de fait comme quoi la qualité du produit a changé en raison de ça. D'ailleurs, en primeur, pour vous, Yannick, j'ai des données. On a fait un sondage. En fait, c'est Cattle, qui est un de nos partenaires, qui a fait un sondage en fin de semaine, recensé 8704 Canadiens. Et on leur a demandé s'ils croient que les caractéristiques de leur beurre ont changé depuis 6 mois. 43,1% des Canadiens qui consomment du beurre régulièrement, donc 2 fois ou plus par semaine, croient que leur beurre a changé depuis les 6 derniers mois, que ce soit pour la senteur, la couleur ou la texture. Et des 43,1%, 76,2% ont jamais entendu parler du Buttergate. Alors, c'est des gens qu'on leur a demandé, puis ils se sont rendus compte c'est avant qu'ils soient imprégnés de cette histoire-là, en fait. Donc, vraiment, c'est 8700 personnes là, qui sont exprimées. Fait qu'il y a quelque chose qui se passe sur le marché. Évidemment, c'était vraiment l'explosion pour venir à savoir qu'est-ce qui se passe dans la chaîne. Et l'huile de palme a attiré beaucoup l'attention. Et c'est pour ça qu'on est rendu où ce qu'on est rendu aujourd'hui. Est-ce que c'est une pratique acceptable, finalement? En fait, la question qu'on va te poser, qui est responsable là-dedans? Parce que les producteurs qui ont d'ailleurs la lettre d'opinion de Frédéric Jacob, qui a été sur notre site, qui est rendu en même pas une semaine, 22 000 lectures. Puis je pense qu'il y a eu, il me disait, je lui ai parlé au téléphone, il me disait que juste la terre de chez nous, il y a 10 ou 12 000 lectures aussi. Donc, en fait, il a été après vu sur Facebook. Il y a quand même des producteurs dans le dent qui s'inquiètent en se disant c'était juste 22% des gens qui l'utilisaient, puis les autres non. Puis ils ont peur, en fait, à ce que ce soit nuisible à leur image. Ben, moi, j'ai parlé, il y a plusieurs producteurs qui m'ont appelé, qui m'ont contacté, puis d'ailleurs, j'apprécie beaucoup quand ils font ça. Il y a un producteur en fin de semaine qui m'a appelé pour évidemment me dire qu'il était plus ou moins d'accord avec la démarche, mais je lui ai demandé s'il utilisait la palmite, il m'a dit non. Alors, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il utilise à la place. Sa réponse, c'est un secret. C'est ce qu'il m'a dit. Un secret des producteurs, il connaît sa recette ou c'est un secret de son conseiller? C'est parce que le Globe and Mail m'appelait pour savoir, bon, ben, comment on peut remplacer la palmite. Et puis j'ai dit, ben peut-être qu'il a une solution à partager, mais c'est un secret. Puis à mon avis, sa réponse démontre qu'il y a un malaise, là, parce que des secrets, je suis pas certain que les consommateurs, ça les rassure, vraiment. J'ai travaillé sur des fermes laitières quand j'étais jeune dans les cantons de l'Est. Et puis, bon, on mettait de la mélasse, on faisait toutes sortes de choses avec la moulée, là. Mais on est en 2021, les choses ont changé pas mal, là. Est-ce que toute l'histoire de l'huile de palme, puis là, tant Sylvain que Michel, la lecture que vous faites de ça, est-ce que ça existe depuis tant d'années que ça n'a pas de rapport ou ça a un certain rapport avec le fait que, comme on l'a dit déjà en 2007, je dis on, m'incluant, en fait, Yann Turmine, Simon Bégin, le fameux livre sur la crise agricole des fermes laitières au Québec, où on disait les ingrédients laitiers vont créer des problèmes un jour. En fait, on n'a pas de contrôle sur l'importation des ingrédients laitiers. Est-ce que du coup, les transformateurs sont un peu responsables? Parce que s'ils ont importé tant d'ingrédients laitiers, le lait est plus pauvre, donc finalement, on se retrouve dans une situation où on crée du gras, puis le producteur, il se trouve une solution simple pour créer du gras. Est-ce que c'est ça le problème ou c'est un problème qui dépasse tout ça?
Ben, quand on parle de manque de science, c'est ça le problème, parce que d'abord, les producteurs vont dire ben, où est la science pour ce qui est du changement de la qualité du produit au détail et comment on fait le lien entre les pratiques à la ferme et la qualité des produits. Moi, ce que je pose comme question, où est la science par rapport à, à la surveillance de la qualité des produits? Autrement dit, les producteurs de lait auraient dû avoir des réponses claires. Quand c'est sorti, au début, les communiqués de François Dumontier, des producteurs de lait du Québec, tout le monde, c'était un peu on met le couvercle sur la marmite parce qu'il n'y a pas de problème, tout est géré. Puis ça a pris 4 ou 5 jours pour que ça soit l'inverse, on interdit tout. C'est quoi qui crée ça, en fait? Ben, les producteurs de lait du Canada ont passé à travers 2 semaines d'enfer. D'abord, on niait le problème. Ça, c'était le 11 février. Ensuite, le 19 février, on créait un comité pour évaluer le problème parce qu'on reconnaissait qu'il y avait un problème. Et c'est le 25 février, le lendemain de la demande des industriels pour interdire la pratique, c'est là qu'on interdisait à ce moment-là l'application de la palmite. Alors, on voit vraiment qu'au niveau de la communication, c'est vraiment un manque de transparence. C'est comme si le secteur n'est pas habitué à être transparent vraiment là, envers le consommateur. Il y a des dûs envers le consommateur, puis on les reconnaît pas. L'enquête qui a été annoncée par les Dairy Farmers of Canada, là, c'est une enquête des producteurs sur eux-mêmes. Est-ce qu'on va vraiment trouver le problème? J'en doute. Puis c'est vrai que le timing marketing n'était pas très bon, puisqu'on vient de voir sortir les publicités de Laurent Duvernay-Tardif, qui vantait le lait pur, et en fait, il se fait même poser la question dans l'épicerie par la dame qui fait la comédienne. En fait, est-ce que vous prenez des hormones ajoutées? C'est sûr, dans ce timing-là, l'histoire de la palmite, ça tombait un peu mal. Donc, je ne sais pas si ça a crié fort en coulisses du côté des agents de Laurent Duvernay-Tardif, mais Michel Saint-Pierre, vous, est-ce que vous voyez la lecture de ça, est-ce que les ingrédients laitiers sont aussi la problématique et du coup, est-ce que les transformateurs ont leur part de responsabilité dans tout ça ou c'est vraiment juste les fédérations qui ont échappé tout ça? Moi, je pense que tout le monde a un peu sa part. À partir du moment, d'ailleurs, où le lait est devenu un peu banalisé, là. On a un lait, là. Et on a beau dire que 22% des producteurs, l'utilisent, les autres non. Si c'est le même bassin laitier, et si on n'a pas de spécificité, on s'est éloigné. Là. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on s'est éloigné beaucoup du consommateur. L'idée, par exemple, d'un bassin laitier où les gens ont à proximité là, d'une production laiterie et tout ça, ben ça fait partie de l'histoire, cette chose-là. Aujourd'hui, on est dans un grand système où tout a été mis là et les 22% rentrent dans les 78% et ça devient un seul et même produit. Alors, c'est là que je pense que on doit maintenant se poser des questions. Est-ce qu'on est rendu un peu loin en matière de production banalisée ou uniformisée, si on veut? Là, si le terme est trop fort, banalisé, mais utilisons un autre. Mais est-ce qu'on est rendu trop loin? Est-ce qu'on devrait commencer à se poser des questions sur peut-être une plus grande spécificité? Parce que ça existe d'ailleurs. Ça existe des laits qui viennent d'une laiterie X. Ça existe des laits qui sont d'une production ou d'une race laitière. Des laits de Jersey, des laits d'Ayrshire, ça se vend. Ça c'est tout le domaine. Mais est-ce que c'est, Michel et Sylvain, est-ce que c'est réaliste pour le consommateur moyen? Parce qu'en fait, on a l'impression qu'on est un peu comme dans le même discours qu'avec le bœuf, où on dit dans le bœuf, actuellement, il y a Bœuf Québec qui fait un très beau travail, puis on nous dit, c'est bien, on mange du bœuf du Québec, puis en fait, ça représente quelques pourcentages. C'est comme l'histoire de l'agriculture de proximité, ça représente 4-5%, et on en fait une grosse image marketing. Puis le lait, en fait, on sait bien que le lait, il est ramassé dans le même camion, dans la même citerne, et en fait, il s'en va dans la même usine. Donc, en fait, est-ce que le vrai problème, c'est que quand on veut parler de spécificité, c'est qu'on ne l'applique pas en général? Ben, vous savez, Yannick, le malaise que j'ai toujours avec ta gestion d'offres, c'est qu'on considère le marché comme étant homogène. Et si on veut d'autres choses, il faut payer 3 fois le prix. Moi, j'ai parlé avec la BBC, j'ai parlé avec The Guardian. En Australie, j'ai eu des entrevues. En France, j'ai fait le tour de la planète la semaine passée pour essayer d'expliquer qu'est-ce qui est différent au Canada par rapport à d'autres pays. Et puis,
j'essayais de leur expliquer que, dans le fond, avec la gestion de l'offre, les consommateurs n'ont pas énormément de choix. T'sais? Et c'est vraiment différent ailleurs. C'est pour ça qu'il y a un contrat moral qui existe entre la consommation et puis la production. Et nous, on protège notre secteur, puis il faut la protéger, cette industrie-là. On les compense aussi, pratiquement 2 milliards sur les 3 prochaines années. On paye notre beurre un petit peu plus cher que la moyenne. En retour, on s'attend à une qualité. C'est ça qui est le contrat moral. Et puis, ce contrat-là a été compromis là, avec la nouvelle de la palmite. Oui, je vais vous interrompre parce que Eric me dit là, dans mes oreilles en fait que Émilie Zessartarian est revenue, ce que je ne savais pas parce qu'on avait perdu Internet avec la BTB tout à l'heure. Est-ce que Émilie Zessartarian, vous avez entendu une portion de la discussion où vous venez juste d'arriver? Juste préciser tout à l'heure quand on s'est quitté, quand ça a lâché, vous disiez bon, l'huile de palme, attention, c'est des résidus. J'ai expliqué après que c'est lâché que nous on a parlé à des agronomes hier qui nous expliquent non, on donne de l'huile de palme aux vaches déclassée, mais ce n'est pas des résidus, c'est bien de l'huile de palme que l'on donne. C'est l'information qu'on a eue précisément hier par les agronomes. Émilie Zessartarian, sur l'huile de palme ou sur le circuit du lait qui finalement n'est pas spécifique et ne nous permet pas d'avoir du lait de qualité, vous en dites quoi, vous? En fait, je pense qu'on a quand même là, du lait de qualité au Québec. Moi, ce que je trouve intéressant avec le Buttergate, c'est que ça a permis une sensibilisation nécessaire sur la composition de nos aliments, puis de part et d'autre, hein, du côté du consommateur, mais du côté aussi des producteurs qui je voudrais quand il y a un débat comme ça qui pointe là, à l'horizon, ça leur permet eux aussi de poser davantage de questions, puis l'utilisation de l'huile de palme, de la palmite est quand même faite dans des situations assez précises où la vache a besoin de plus de produits énergétiques quand on est en début de lactation. Le comparable va peut-être vous faire sourire, mais bon, moi, j'en ai eu un petit bébé dans la dernière année, puis je peux comprendre quand on a une montée de lait et qu'on commence à être en lactation, là, que des fois, on a besoin d'aller chercher un supplément. Maintenant, ce qui est quand même intéressant, c'est que il y a plus du 3 quarts des producteurs laitiers qui arrivent à se passer de la palmite. Donc, des solutions, il y en existe, des alternatives, il y en existe. Et là, avec la sensibilisation qu'il y a eu, ça permet à ce que les gens moi, je pense, renforcissent peut-être leur sentiment d'appartenance avec la vache bleue si on élimine en fait cette pratique-là parce que les gens ne veulent pas consommer des produits qui peuvent avoir de l'huile de palme ou des résidus, bref, des traces de l'huile de palme dans les produits. D'ailleurs, Émilie, oui, vous dites, oui, il y a des solutions, parce que le fourrage, on le sait, plusieurs personnes sur l'émission sont venues nous le dire, les fourrages, les pâturages. La Semaine verte vient de faire une émission samedi dernier où ils expliquaient, en fait, qu'on pouvait mettre, il y a juste 13% des vaches qui vont au pâturage, ça semblait une nouvelle, en fait, pour la Semaine verte. Mais il reste que derrière ça, est-ce que c'est le fait qu'on ne veut pas se créer une nouvelle structure, une nouvelle dynamique, qu'on a une dynamique qui est implantée depuis 40 ans, qui est un peu sur le modèle nord-américain et on reste là-dedans. Est-ce que c'est ça la problématique, Émilie? Moi, à mon avis, non. Moi, je ne pense pas qu'il faut remettre en question le système de gestion de l'offre. Je ne parle pas de remettre en question la gestion de l'offre, je parle de remettre en question la nutrition des cheptels, en fait. Et l'accès au pâturage, mettons, par exemple. C'est sûr que une vache, c'est un ruminant. Fait que de pouvoir aller au pâturage, je pense qu'on est tous un peu nostalgiques de ces paysages-là où on avait des vaches qui paîtraient dans les champs. Je pense que ça agrémente vraiment notre paysage agricole. Moi, je l'ai regardé le reportage à la Semaine verte, puis j'espère que ça va faire des petits, puis qu'il y a des gens qui vont trouver ça inspirant. Je ne sais pas si ça répond à votre question. En fait, la question derrière ça, mais peut-être que vous, ou Sylvain, ou Michel, si on envoie des vaches au pâturage et qu'on régionalise, mettons, les vaches ou qu'on choisit les troupeaux par leur sélection de race ou autre, en fait, à terme, ça n'a d'intérêt que si le lait est identifié jusqu'au bout de la chaîne. Si on fait tout ça pour mettre le même lait dans la même citerne, c'est un peu ça la question que je me pose. Est-ce qu'on est dans un illogisme quand on dit on met tout le même lait dans toute la même citerne? C'est sûr que c'est super intéressant de voir toutes ces petites laiteries-là qui commencent à pousser un peu partout sur le territoire. Là. Moi, en Abitibi-Témiscamingue, par exemple, on a Boréalais, mais
quand je voyage à Québec puis que je vais dans des épiceries plus spécialisées, il y a tout un éventail de laits différents, de laits fermiers. Le lait Nutrinor aussi qui fait son apparition sur beaucoup de tablettes. Moi, je pense que c'est intéressant d'aller vers une diversité parce que ça permet aussi d'aller chercher des caractéristiques spécifiques à certaines géographies du Québec qui font en sorte que le lait goûte un peu différemment d'une région à l'autre. Moi, je pense qu'il y a tout un potentiel à développer là, mais je pense que la mise en marché collective peut avoir aussi son rôle à jouer dans certains secteurs, un peu comme avec les fromages, où on a des fromages qui sont plus génériques, puis on a toutes sortes de fromages plus spécialisés qui trouvent leur place sur les tablettes. Là. Michel et Sylvain, c'est possible ça, du lait spécialisé? Moi, je pense à grande échelle? Contrairement à ce qu'on peut penser, ça ne remet pas en question la gestion de l'offre. Ça existait avant. Ça existait quand la gestion de l'offre s'est implantée. Et donc, on ne peut pas dire que c'est un contre l'autre. Alors, oublions la question d'être contre la gestion de l'offre. Je pense que celle-là est ici pour rester. Puis je pense que, compte tenu de notre fragilité de notre système en général, il faut que ça reste. Mais cette année, on a vu apparaître, je pense, un intérêt nouveau. La pandémie y est pour quelque chose, bien sûr, des consommateurs vers ce qu'ils consomment, d'où ça vient et tout et tout. On voit des émissions comme celle de la Semaine verte qui questionnent, alors que auparavant c'était très rare qu'on avait des questions qui amenaient un peu de polémique. Donc, on est dans je pense, un renouveau. Ça va mettre de la pression sur les systèmes de production pour qu'ils offrent un plus large éventail de produits, à mon avis, et c'est pas une mauvaise chose. Ça va peut-être bousculer certains parce qu'on a peut-être un peu trop américanisé notre ensemble dans le sens de grands systèmes, mais je pense que il va en rester quelque chose. Il va y avoir des initiatives et Madame Lessard-Terrien le dit bien, dans certaines régions, ça existe et tant mieux, et ça va continuer, à mon avis, de se développer. Alors, plus qu'on développe une offre hétérogène, finalement, plus qu'on octroie du pouvoir aux consommateurs de choisir, et on peut le faire dans le cadre de la gestion de l'offre. C'est dans le plan de la gestion de l'offre 2.0 qu'on a publié en octobre, c'est exactement ça. C'est qu'il faut qu'il y ait un équilibre entre l'offre et la demande. Et puis là, actuellement, moi, j'ai l'impression que le Buttergate est le produit d'un aveuglement du système sur plusieurs années. C'est que, dans le fond, on a pris les choses pour acquis, d'un bord et de l'autre, hein, pas juste du côté de l'offre, mais du côté de la demande aussi, en s'attendant à ce que ce qu'on nous offre, c'est de bonne qualité. Et tout d'un coup, il y a eu une bombe qui a surpris tout le monde. Alors, il faut qu'on atteigne un équilibre, et cet équilibre peut être atteint par le développement d'une offre qui est beaucoup plus hétérogène, à mon avis. D'ailleurs, Yann Turmine, qui est chroniqueur chez nous, dans la Véricole, dans la dernière chronique qu'il a fait chez nous, appelle l'histoire du Buttergate la pointe de l'iceberg, en disant il y a bien d'autres choses en fait qui sont à dire dans le secteur du lait. Puis malheureusement, Michel pourra le confirmer, dans le secteur du lait, on ne parle pas. C'est ce qui m'inquiète, puisque l'enquête l'enquête qui est menée par les producteurs de lait va enquêter les producteurs de lait. Fait que c'est pour ça que je me pose de sérieuses questions sur la validité, la valeur de l'enquête. Il n'y a pas grand monde qui se pose la question. Alors je voudrais peut-être être amené à rencontrer M. Lamontagne l'un et l'autre dans les prochaines semaines. Je sais que le ministre Lessard-Terrien, vous auriez M. Lamontagne en face de vous, Sylvain, vous l'auriez en face de vous. Est-ce que vous demanderiez au ministre de faire une enquête une enquête indépendante sur les producteurs de lait? Ben, évidemment, le mandat est fédéral. Là. Pour ce qui est du provincial au Québec, c'est certain, moi, je vais avoir l'opportunité de rencontrer M. Lamontagne jeudi. Je vais lui en parler, c'est clair, c'est certain, parce que c'est un enjeu qui est assez important. Parce que ce qui est remis en question, c'est l'image d'une filière qui est très importante pour le Québec. Et cette image-là doit être maintenue. On doit prendre soin de cette image-là. C'est pas de la faute des producteurs, là, ce qui s'est passé. C'est vraiment parce que j'ai l'impression qu'au niveau de la gouvernance, on a oublié que les gens avaient évolué. Émilie, sur la palmite, vous demanderiez quoi à M. Lamontagne demain matin? Ben, c'est sûr que nous, on manque de réglementer en interdisant, dans le fond, l'utilisation de la palmite. Moi, la pointe de l'iceberg, pour moi, l'iceberg, c'est davantage tous nos produits qui sont consommés au Québec. Quand dans nos jus de pommes, c'est des pommes qui viennent de la Chine, mais qui n'est pas écrit sur la pinte de jus
moi, j'ai plus un problème avec ça. Tu sais, on parle beaucoup d'autonomie alimentaire. On demande aux gens d'acheter local le plus possible, mais on ne leur donne pas les outils pour le faire, pour s'assurer que le produit qu'ils achètent, c'est donc on a un problème d'étiquetage. Problème d'étiquetage encore. Il y a un problème définitivement d'étiquetage pour que le citoyen puisse être en mesure de faire le bon choix. Il nous reste 5 minutes à l'émission. Il y a un thème que j'aurais voulu aborder. Je sais que c'est pas le thème central de l'émission, mais on est dans le domaine du lait. Alors, vous avez comme tous suivi un peu ce qu'on a sorti en fait il y a quelques semaines sur l'endettement des parts privilégiées d'AgroPure et les emprunts à 9 et quelques %. Ça a été repris par la presse. Finalement, la palmite a peut-être bien servi parce que la palmite a un peu caché l'histoire d'AgroPure. Mais il reste que j'aimerais ça vous entendre l'un et l'autre quand même sur une coopérative d'abord qui donne pas de place aux médias dans son assemblée générale. C'est un peu surprenant, contrairement à Solio qui nous a tous accueillis la semaine dernière. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a un risque de démutualisation d'AgroPure selon vous, vu que finalement les banques ont un peu la main mise sur les parts privilégiées? La question est à moi ou aux trois. OK. Ben, en fait, d'abord, AgroPure, pour ce qui est des états financiers, contrairement à plusieurs personnes, moi, j'étais pas. Outre la dette, là, on s'entend, là, c'est quand même pas si mal. Moi, ce qui m'inquiète, c'est la vision. Vraiment, là, il y a pas de diversité de pensée à AgroPure, puis ça paraît, là. Là, on manque d'innovation. En fait, l'agenda d'innovation s'est essoufflé pas mal, là. Alors, c'est pour ça qu'on a vendu la division de Yogo, parce qu'on ne savait plus trop quoi faire avec. Et là, on fait face à un cul-de-sac stratégique, à mon avis. Là. Et une coopérative doit s'assumer, c'est important. J'ai lu les commentaires du président directeur général là, et lui a signifié que qu'on soit une coop ou pas, on est dans un système capitaliste. Moi, je regrette là. Je trouve que le mouvement coopératif est très très important et il y a un esprit qui doit aussi être maintenu. Et j'ai l'impression que l'AgroPure a complètement perdu cet esprit-là au cours des années. Émilie, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir un peu ce qui s'est passé sur AgroPure, mais en tout cas, plusieurs producteurs se plaignent de ne plus recevoir de ristourne. On apprend d'un autre côté qu'il y a des dettes importantes, il y a des ventes de certaines branches, les branches yaourt ou autres. Où est-ce que ça vous inquiète, une coopérative dans cette situation, ou ça fait juste partie du... Je vous avouerai là, que je n'ai pas beaucoup suivi de dossier dernièrement, donc je serais un peu inconfortable de commenter. Là où j'aurais peut-être un mot à dire, c'est sur l'importance de maintenir une certaine diversité au niveau de la transformation à plusieurs échelles différentes, parce que quand on met tous nos œufs dans le même panier, des fois, on peut se retrouver un peu le bec à l'eau. Donc, de s'assurer de maintenir une certaine diversité au niveau de nos entreprises, nos coopératives ou nos installations de transformation, ça, c'est quelque chose qui est relativement important. Moi, mais sur le dossier précis d'AgroPure, malheureusement, je peux on vous invitera en fait à peut-être aller voir ce qui se passe sur AgroPure. Moi, j'ai une question à AgroPure à poser en passant, Yannick, si vous permettez. Oui. Est-ce que AgroPure a recommencé à importer du lait diafiltré? Et là, on attend de les recevoir. On leur posera la question. Michel, un petit commentaire? Un commentaire, je trouve que, comme beaucoup d'autres, que AgroPure, la direction s'est un peu éloignée de ses membres, de ses propriétaires, de ses producteurs. Voilà. Et elle a une poussée de croissance qui était un peu phénoménale pendant les 2-3 années qui ont précédé. Mais c'est là que le chat sort du sac avec un mode d'endettement qui était un peu très discutable, très précipité. Je comprends qu'une coopérative ne peut pas émettre des actions. Donc, ça, c'est clair. Là, elle peut pas aller sur la bourse. Elle doit être la propriété de ses producteurs. Mais le mode de fonctionnement, c'est un peu comme cacher une dette dans ce qu'ils appelaient des parts privilégiées à des taux exorbitants. Ça, là, c'est ça que la cachette qui est sortie. C'est ça qui a fait en sorte que le monde a dit « Oh, comment ça donc? » Ils ont eu une poussée de croissance. Et là, ils sont pas en mauvaise affaire, là, soit dit en passant. Ils ont des revenus, ils ont une base qui est très forte, mais il va falloir que pour 1 an ou 2, ils essaient de se retrouver un équilibre dans un bilan qui actuellement est plutôt orienté vers la dette. Je pense que c'est surtout ça. Et ça l'a échappé aux producteurs par manque de transparence. C'est un peu ce que je vois. Pour ce qui est de la question de Sylvain,
Je saurais pas dire s'il importe du VBF. Mais c'est une bonne question. Hey, Palmite, transparence, AgroPure, transparence. Est-ce qu'il y a un thème ici, là? On reviendra plus tard. On a invité des gens d'AgroPure à venir nous voir en espérant qu'ils viendront dans les prochains. Les 30 minutes sont terminées. Au plaisir de se revoir un autre midi. Au plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.